Qu'est-ce qui pousse un homme à s'aventurer seul, là où même les professionnels expérimentés ne descendent qu'en équipe? Le désir de se mettre à l'épreuve ou la volonté de se prouver quelque chose à soi-même? Parfois, la réponse à cette question demeure à 1 kilomètre sous terre, avec celui qui la cherchait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incident survenu en novembre 2020 dans la grotte de Verevkina. De l'avis de beaucoup, c'est l'un des cas les plus tragiques de l'histoire de la spéléologie. Une histoire où chaque erreur s'est ajoutée à une chaîne dont il était impossible de s'échapper. Sergueï Kozeyev vivait à Sotchi. Son mode de vie ne pouvait être qualifié de sédentaire. Il pratiquait activement le multitourisme, randonnée en montagne, descente de rivières en rafting et spéléologie. Un homme qui cherchait des sensations fortes, mais le faisait plus pour lui-même que pour cocher des cases sur les réseaux sociaux. En novembre 2020, il a projeté un voyage en Abkhazie. Il a commencé à collecter des informations sur Internet, à tracer un itinéraire, à étudier les grottes qu'il prévoyait de visiter. Parmi elles se trouvait la grotte de Verevkina. Apparemment, il comprenait qu'il s'agissait d'un lieu sérieux. Mais comprendre et ressentir l'ampleur des choses sont deux choses différentes. Il convient de dire quelques mots sur cet endroit, car sans en comprendre l'échelle, la suite de l'histoire perd la moitié de son horreur. La grotte S115 a été découverte en 1968. En 1986, elle a été renommée en l'honneur du spéléologue Alexandre Verevkine, décédé en 1983 lors du passage d'un siphon dans la grotte Souakan, située dans le massif de Saritala. Déjà à l'époque, la grotte avait reçu le nom d'un homme qui n'était jamais remonté de sous la terre. La grotte se trouve sur le plateau Arabica de la chaîne de Gagra, dans le Caucase occidental. Selon le relevé topographique de 2017, la profondeur de sa partie connue atteint 2200 mètres. L'expédition de mars 2018 a mesuré la profondeur du lac Siphon, ajoutant 8 mètres supplémentaires, portant la profondeur totale à 2212 mètres. Ce n'est pas une petite grotte avec des passages étroits, bien que de telles sections y soient présentes. C'est un système gigantesque avec d'immenses salles s'enfonçant sous terre sur plus de 2 km. Imaginez, vous descendez sur une hauteur équivalente à 7 tours Eiffel empilées les unes sur les autres, mais vers le bas, dans l'obscurité, dans le froid, où chaque mètre n'est pas une promenade, mais un travail, avec des cordes, des poignées jumards, des descendeurs. L'humidité à l'intérieur est extrêmement élevée. L'air est littéralement saturé d'eau. La température constante se maintient à plus 3,4 degrés Celsius, pratiquement comme dans un réfrigérateur. Mais un réfrigérateur ne vous fait pas goûter de l'eau glacée dessus. Un réfrigérateur ne vous oblige à bouger, à contracter vos muscles, à dépenser des calories. Ici, vous travaillez et en même temps vous gelez. Le corps se met à trembler, les doigts perdent leur sensibilité. La respiration devient courte et rapide. La descente vers les parties inférieures de la grotte prend plus d'une semaine. C'est comme une ascension alpine, mais à l'envers, avec des camps intermédiaires, l'équipement de cordes, le déblaiement des boulis, le franchissement des toitures. Les spéléologues professionnels se préparent à de telles expéditions pendant des mois. Ils planifient l'itinéraire, ils calculent les réserves de nourriture, de gaz, de piles pour les lampes. Ils répartissent la charge entre les membres de l'équipe. Et malgré tout, des risques subsistent. La grotte de Verevkina est l'une des plus profondes au monde. Elle n'est dépassée que de 20 mètres par la grotte la plus profonde de la planète, Krubera. Dans les deux cas, il s'agit de lieux où l'homme est un invité, et pas le plus désiré. Le 1er novembre 2020, Sergueï a dit au revoir à ses proches, mais sans leur dire où il allait. Juste un au revoir. Il est monté dans sa voiture et est parti. Peut-être ne voulait-il pas de questions inutiles. Peut-être craignait-il qu'on le dissuade. Avec sa propre voiture, il s'est rendu en Abkhazie. La route jusqu'au plateau Arabica est déjà une épreuve. Des routes en lacets, de l'asphalte défoncé, des tronçons non goudronnés. Les derniers kilomètres doivent être parcourus à pied, en portant l'équipement sur son dos. La montée vers le plateau représente plusieurs heures de marche avec un sac à dos lourd. Les jambes sont lourdes, les poumons brûlent sous l'effort.
Et tout cela avant même d'avoir commencé à descendre sous terre. Arrivé à l'entrée de la grotte, Sergueï a fixé une corde et est descendu dans le puits d'entrée de 30 mètres de profondeur. 30 mètres de descente verticale, c'est la hauteur d'un immeuble de 10 étages, mais à l'envers. Dans l'obscurité, où le faisceau de la lampe frontale découpe l'espace en un cône étroit, et au-delà, rien. Le noir absolu, l'écho des gouttes, le froid qui transperce immédiatement les vêtements. En bas, il a transféré ses affaires dans 3 sacs de transport, non pas les siens, mais ceux abandonnés par l'expédition du Spéléo-Club Perovo. 2 vieux sacs, oubliés ou laissés intentionnellement pour de futures expéditions. Il les a utilisés. Peut-être a-t-il pensé que c'était un signe, que tout était prévu ici, qu'il n'était pas seul. Après cela, il a poursuivi sa descente. Au-delà, ce n'est plus un simple puits, c'est un labyrinthe, des passages étroits où il faut se faufiler de côté, des salles où la lampe frontale n'atteint pas le plafond, des ressauts où il faut choisir soigneusement ses points d'appui. Et partout, l'humidité. Les cordes sont glissantes, les gants sont mouillés, la respiration se coupe sous l'effort. À 380 mètres de profondeur, se trouvait un camp où il a laissé une partie de son équipement. Une petite plateforme où l'on peut se reposer, trier ses affaires, manger quelque chose. Ici, c'est encore relativement facile. Plus loin, c'est plus difficile. Il est descendu encore plus bas, jusqu'au camp à 600 mètres. 600 mètres sous terre. C'est déjà un autre monde. Ici, les sons sont différents. Le temps s'y écoule autrement. Il n'y a ni jour ni nuit. Il n'y a que la lumière de votre lampe et l'obscurité au-delà. Il y a passé près d'1 semaine, les traces de son séjour en témoignaient. Le camp souterrain des spéléologues était vide et Sergueï en est devenu le seul occupant. Imaginez, vous êtes à 600 mètres de profondeur. Au-dessus de vous, un demi-kilomètre de roche. Autour, un silence absolu, parfois rompu par le son lointain d'une chute d'eau. L'air est humide, lourd. La température est juste au-dessus de 0. L'expiration se transforme en vapeur. Le sac de couchage est constamment humide, peu importe combien de fois vous le séchez au-dessus du réchaud. Dans le camp était stocké un dépôt, nourriture, cartouches de gaz et autres matériels laissés par les participants des expéditions précédentes. Des conserves, de la bouillie lyophilisée, des barres de chocolat, du gaz pour le réchaud, pour cuisiner et faire bouillir de l'eau. Sergueï a activement utilisé ses réserves. Il comprenait très probablement que ce n'était pas à lui, mais ici, à une telle profondeur, de nombreuses règles cessent de s'appliquer. Ici, l'essentiel est de survivre. En nous jugeant par les captures d'écran trouvées plus tard sur son téléphone, la préparation de cette expédition a pris plus d'1 an. On y a découvert une copie de l'article de Wikipédia et plusieurs rapports de spéléologues sur la grotte de Verevkina. Il lisait, il étudiait, il essayait de comprendre ce qui l'attendait. Mais lire des rapports et la réalité, c'est comme la différence entre une carte et le terrain. La carte ne transmet pas le froid. La carte ne montre pas à quel point les mains fatiguent à force de manipuler les poignets jumards. La carte n'explique pas ce que c'est que d'être suspendu à une corde dans l'obscurité la plus totale et de comprendre que la personne la plus proche peut se trouver à des centaines de kilomètres. Pendant les quelques jours qu'il a passés dans le camp à 600 mètres de profondeur, il a probablement préparé son itinéraire et planifié sa descente vers des parties plus profondes de la grotte. Il triait son équipement, il vérifiait les cordes, il réfléchissait à la direction à prendre. Peut-être doutait-il, peut-être comprenait-il qu'il était à la limite, mais quelque chose le poussait à continuer. À un moment donné, Sergueï a commencé à descendre et a atteint la cote de 1100 mètres sous terre. 1100 mètres, plus d'1 kilomètre de descente verticale. Ce n'est plus du tourisme, c'est une épreuve extrême, même pour les professionnels. Dans cette partie, l'humidité est particulièrement élevée, et sans un équipement adéquat, une personne commence rapidement à geler. L'eau goutte d'en haut, les vêtements se mouillent, le corps perd sa chaleur.
Les tremblements commencent, d'abord légers, puis plus forts. Les muscles se contractent, les mouvements deviennent maladroits, les réactions ralentissent, le cerveau commence à moins bien fonctionner. On fait des erreurs simples, stupides, que l'on ne commettrait jamais dans des conditions normales. Mais, apparemment, il voulait explorer des salles difficiles d'accès. Il voulait voir ce que peu de gens avaient vu. Il voulait atteindre ses limites. Transportons-nous maintenant en août 2021. Une expédition du Spéléoclub Perovo de Moscou arrive à la grotte. Une expédition de routine. Il prévoyait de poursuivre l'exploration des parties inférieures de la grotte, de réapprovisionner les dépôts, de mesurer de nouvelles sections. À l'entrée, il remarque la corde que Sergueï avait fixée. Il voit tout de suite que quelque chose ne va pas. La corde est installée bizarrement. Selon eux, elle était fixée en violation des règles de sécurité, en passant par un ressaut et sur un vieux spit. Un spit est un ancrage métallique que l'on enfonce dans la roche pour fixer une corde. Un vieux spit peut ne pas supporter la charge. Tout spéléologue le sait. Mais Sergueï soit ne le savait pas, soit a décidé de prendre le risque. Au fond du puits d'entrée, les membres de l'expédition ont trouvé un sac à dos contenant des barres chocolatées moisies, des crampons neufs et des bâtons de trekking. La moisissure sur la nourriture signifie que le sac est là depuis longtemps, des mois. En milieu humide, tout moisit rapidement. Ils sont descendus plus bas, comprenant déjà que quelqu'un d'étranger était passé par là. Dans le camp, à 600 mètres de profondeur, ils ont découvert que quelqu'un avait utilisé leur dépôt, avait consommé la nourriture et le gaz qu'ils avaient laissés pour eux-mêmes. Des traces de séjour, des emballages usagés, des cartouches vides. C'est là que le plus terrible commence. Finalement, en commençant la descente vers les points les plus bas de la grotte, les spéléologues ont découvert Sergueï. Son corps était suspendu à une corde, au milieu d'une descente profonde, à 3 mètres au-dessus d'un ressaut. C'est un spectacle impossible à oublier. Un homme suspendu à une corde dans l'obscurité totale, immobile, seul, entouré d'un silence et d'un froid absolu. La lampe frontale éclaire la silhouette, et il est immédiatement clair que ce n'est plus un être vivant. Voici comment les spéléologues eux-mêmes décrivent la scène. Le 4 août 2021, l'expédition du club Perovo a découvert le corps d'un inconnu à 1100 mètres de profondeur sous terre. La victime était suspendue sur une main courante sur 2 poignées jumards avec de longues longes sans étrier, à 3 mètres au-dessus d'un ressaut. Il portait une combinaison de camouflage en coton et des chaussures de trekking. À en juger par l'état du corps, la mort remontait à longtemps, environ 1 an. Sur le ressaut en dessous de lui se trouvait un sac à dos dans lequel nous avons trouvé 2 téléphones portables et un multi-outils. Les poignées jumards sont des bloqueurs qui permettent de remonter sur une corde. Les longues longes sont les sangles avec lesquelles on s'attache aux jumards. Les étriers sont des boucles spéciales pour les pieds qui facilitent la remontée. Sergueï n'en avait pas. Cela signifie qu'il essayait de monter à la seule force des bras. C'est épuisant. Les bras fatiguent en quelques minutes. Les doigts s'engourdissent. La prise se relâche. Et à un moment donné, on reste simplement suspendu, incapable de bouger. Ainsi, le corps de Sergueï est resté suspendu à la corde au milieu de la grotte pendant plus de 9 mois. 9 mois dans le noir, dans l'humidité, dans le froid, seul, à plus d'1 kilomètre de profondeur. Les spéléologues ont appelé les secours. Grâce à l'organisation de recherche Lisa Alert et au téléphone du défunt, son identité a été rapidement établie. Les téléphones avaient survécu, les contacts, les photos, la correspondance. Il s'est avéré que Sergueï était recherché depuis décembre 2020. Il laissait derrière lui une femme et 2 enfants. Il ne savait pas où il était parti. Ils l'ont cherché partout, ont contacté la police, ont demandé l'aide de bénévoles. Ils espéraient. Et pendant tout ce temps, il était suspendu ici, à 1 kilomètre sous terre. La veuve a demandé aux spéléologues de remonter le corps de son mari à la surface, pour l'enterrer, pour clore cette histoire. Mais la tâche s'est avérée extrêmement complexe. Premièrement,
Remonter une personne d'une profondeur de plus d'1 kilomètre est en soi une affaire compliquée. Ce n'est pas l'évacuation d'une victime en montagne. On ne peut pas utiliser d'hélicoptère. Il n'y a pas d'espace ouvert. Il y a des passages étroits, des puits verticaux, des salles avec des pierres instables. Chaque mètre de remontée est un travail avec des cordes, des poulies, des assurances. Ce sont des heures de tension physique. C'est un risque pour les vivants. Deuxièmement, il est resté suspendu à une corde pendant 9 mois dans une humidité élevée. Il n'est pas difficile de deviner que le corps était en état de décomposition avancée, ce qui représentait une menace pour la santé des participants à l'opération, un danger biologique, une odeur dont il est impossible de se défaire. Un risque d'infection, une tension psychologique. Le spéléologue Evgeny Snetkov a commenté la situation ainsi. Il est important que les gens comprennent à quel point il est difficile et dangereux de descendre dans les grottes. En Abkhazie, il y a de nombreuses grottes profondes, longues et immergées où, à ma connaissance, des personnes non préparées plongent. Cela peut se terminer en tragédie. Toute grotte qui semble simple et sûre peut, pendant une pluie, se transformer en un piège mortel. Des flots d'eau commencent à dévaler dans la grotte, emportant tout sur leur passage, y compris ceux qui y sont descendus. L'eau monte vite, en quelques minutes. Vous n'aurez pas le temps de sortir, vous serez simplement emporté. Il n'existe pratiquement pas de grottes faciles. Même dans celles qui sont fréquemment visitées, il y a toujours un risque d'être pris dans une chute de pierre, un éboulement, de tomber dans un piège, de rester coincé dans une fissure, etc. Les dangers dans une grotte sont très nombreux, et ils ne sont pas toujours évidents pour une personne inexpérimentée. Une pierre peut tomber d'en haut sans prévenir. Une corde peut s'user sur une arête vive de la roche. Un mousqueton peut ne pas se verrouiller complètement. Une lampe peut s'éteindre. Les piles peuvent se décharger. Et vous vous retrouverez dans le noir complet. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent avec les grottes. Ces mots ne sont pas une tentative d'effrayer. C'est simplement la réalité. La grotte ne pardonne aucune erreur. L'évacuation du corps de Sergueï ne s'est achevée que le 17 août. L'opération entière a duré 14 jours. 14 jours de travail exténuant. Près de 30 personnes y ont participé. 30 personnes qui ont risqué leur santé et leur vie pour remonter à la surface celui qui ne reviendrait plus. D'abord, un groupe de spéléologues capables de préparer les restes pour le transport et de désinfecter l'équipement et le lieu de la tragédie a été constitué. Cela exige des compétences spéciales, un équipement spécial, une préparation psychologique spéciale. Le 12 août à 17 h, le groupe de préparation des restes est descendu sous terre. La descente à 1100 mètres a pris plusieurs heures. À minuit, ils étaient au camp à 600 mètres. Ils se sont reposés, ont mangé, ont vérifié l'équipement. Ensuite, encore 500 mètres vers le bas. Le 14 août à 14 h, les restes étaient emballés. C'est un travail difficile à décrire. Un corps qui a séjourné dans de telles conditions pendant 9 mois ne se conserve pas. Il faut travailler avec une extrême précaution, emballé dans des sacs hermétiques spéciaux, couche par couche, pour que rien ne fuit, pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Les spéléologues ont commencé la remontée vers le camp 600. 8 personnes sont descendues à leur rencontre, pour aider, pour relever ceux qui étaient déjà fatigués, pour répartir la charge. 15 sacs contenant les restes ont été remontés au camp 60 le 14 août, puis toute la charge a été sortie à la surface. 15 sacs. Chacun devait être hissé à travers des passages étroits, des puits verticaux, des éboulis. Chaque mètre est un effort. La sueur se mêle à la condensation. Les mains sont écorchées jusqu'au sang par les cordes. Les muscles brûlent de fatigue. Le travail de transport des sacs a été mené avec une prudence particulière pour éviter toute dépressurisation. Cela aurait pu menacer la santé des participants à l'opération. Une seule déchirure de sac et tout l'équipement devrait être désinfecté. Tous les participants devraient être testés pour des infections. Tous travaillaient en combinaison étanche, une isolation complète de l'environnement extérieur, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen.
Il est difficile de dire aujourd'hui ce qui a causé la mort du touriste. Après tout, il est resté suspendu à une corde pendant 9 mois, et le corps était presque entièrement décomposé. L'expertise dans de tels cas ne peut fournir que des suppositions générales, mais pas une image précise. L'une des versions suggère qu'il aurait pu chuter, se heurter la tête contre la corde ou un ressaut et mourir des suites d'un traumatisme. Mais cette version semble moins probable. S'il avait chuté, le corps ne serait probablement pas resté suspendu si nettement sur les poignets jumards. Une version plus réaliste est la suivante. Lors d'une descente technique complexe, il n'a pas maîtrisé les cordes, s'est retrouvé coincé et a tout simplement gelé. Il était vêtu d'une fine combinaison en coton au lieu d'une combinaison étanche. Le coton se mouille. Le coton mouillé ne réchauffe pas. Le corps commence à perdre de la chaleur. D'abord, les extrémités se refroidissent. Puis, les tremblements commencent. Puis, les tremblements cessent. C'est un mauvais signe. Cela signifie que le corps ne peut plus se réchauffer. La conscience devient confuse. Les réactions sont ralenties. Et à un moment donné, on finit simplement par s'endormir. Pour toujours. Peut-être a-t-il essayé de remonter. A-t-il essayé de se libérer. Mais ses mains ne lui obéissaient plus. Ses doigts ne tenaient plus. Les poignets jumards étaient bloqués. Et il est juste resté suspendu. Et il a attendu. Attendu que quelqu'un vienne. Mais personne n'est venu. Parce que personne ne savait où il était. Cette histoire rappelle le cas de Tony Course, qui, sur la face nord de l'Eiger, s'est également retrouvé coincé sur sa corde après une erreur et est mort à quelques mètres seulement des secours. Les sauveteurs le voyaient, l'entendaient, mais ne pouvaient pas l'atteindre. Et lui, il était suspendu à sa corde et mourait de froid, de fatigue, parce que ses forces étaient épuisées. Sergueï n'était pas un spéléologue professionnel. Son expérience était manifestement insuffisante pour une telle descente. Après tout, c'est l'une des grottes les plus profondes du monde. Un endroit où même les professionnels vont avec appréhension. Avec de la préparation, en équipe. De plus, en équipant les cordes, il a négligé les règles de sécurité et aurait très bien pu commettre une erreur qu'il a simplement coincé sur les cordes. Une seule erreur, une seule corde mal fixée, un seul moment d'inattention, et c'était fini. Mais l'erreur principale a été de ne prévenir personne de sa destination. Il n'a pas alerté les services de secours, il n'a pas laissé de coordonnées, il n'a rien dit à ses proches. Il est parti seul, sans coéquipier, sans sécurité, sans lien avec le monde extérieur. Peut-être n'est-il pas mort tout de suite. Peut-être est-il resté suspendu aux cordes pendant un certain temps, attendant de l'aide, écoutant l'obscurité, sentant son corps gelé, comprenant que c'était la fin. Il est peu probable que les sauveteurs aient pu le sauver. Ses vêtements et son équipement n'étaient pas adaptés à de telles températures et à une telle humidité. Mais s'il avait eu un coéquipier, il est très probable que cette histoire se serait terminée différemment. Un coéquipier aurait remarqué que quelque chose n'allait pas. Un coéquipier l'aurait aidé à se libérer. Un coéquipier aurait donné l'alerte. Un coéquipier ne l'aurait pas laissé suspendu, à geler seul. Et ainsi, il est resté seul, à 1 kilomètre de profondeur, dans le noir, dans le froid. Et il est resté suspendu là pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'on le trouve.